Bonjour à tous et à toutes, merci de me laisser la parole. Je vais vous présenter les résultats d'une étude exploratoire à méthode mixte qu'on a réalisée concernant les connaissances sur le paludisme asymptomatique et sur le traitement de Plasmodium vivax dans une population isolée, donc en l'occurrence personnes travaillant dans les sites d'orpaillage illégaux. Donc la transmission du paludisme actuellement est plutôt axée sur des populations isolées et c'est le cas pour les personnes qui travaillent sur les sites d'orpaillage illégaux qui ont d'abord un travail informel dans des zones reculées en forêt, un accès difficile aux soins et à la prévention et qui en plus sont très mobiles sur l'ensemble de la région, donc sur l'ensemble du plateau des Guyanes. Dans ce cadre-là a été mis en place le projet, d'abord Malakits, mais je laisserai professeur Maëlys Douine revenir dessus dans l'après-midi, mais ensuite le projet Curema, donc qui est un projet transfrontalier entre la Guyane, le Brésil et le Suriname, de recherche interventionnelle, dont l'objectif est l'élimination du paludisme dans les communautés travaillant dans l'orpaillage illégal sur le plateau des Guyanes. Le projet Curema a démarré, la partie interventionnelle du projet Curema a démarré en 2023 et est encore actuellement en cours jusqu'à la fin de l'année 2024. L'intervention en elle-même, elle comprend un kit d'autotest et d'autotraitement, Malakits, que les personnes utilisent quand ils sont en forêt et donc qui n'ont pas accès aux soins, un traitement ciblé pour les personnes asymptomatiques qui seraient à risque de portage de Plasmodium vivax et des activités d'éducation à la santé. Avant et après cette intervention, donc encadrant l'intervention, on a des études transversales quantitatives et qualitatives qui sont réalisées. Et l'idée, c'est que notre prérequis, c'est que pour que l'intervention soit réussie, il faut que l'acceptabilité de la communauté soit là. Enfin, on a besoin de l'acceptabilité de la communauté, et ça, c'est les traitements liés aux connaissances et aux représentations que la communauté se fait de la maladie. Donc l'objectif du travail que je vous présente, ça a été d'explorer les connaissances, les expériences et la représentation des personnes qui travaillaient dans l'orpaillage illégal vis-à-vis du paludisme et spécifiquement de Plasmodium vivax. Pour réaliser cette étude, on a deux outils qui sont deux études pré-interventionnelles qui ont été réalisées durant le second semestre de l'année 2022. Donc je vous ai dit que Curema, l'intervention a commencé début 2023. Donc là, c'est des études pré-interventionnelles. Une étude qualitative et une étude quantitative qui ont été toutes les deux réalisées sur ce qu'on appelle les bases arrières logistiques des orpailleurs. Donc sur le fleuve Maroni et sur le fleuve Oyapock, côté Suriname et côté Brésil. Donc côté Maroni, on a des sites d'inclusion qui sont en face de Saint-Laurent-Albinage jusqu'à Ronaldo en face de Maripasoula. Et côté Oyapock, on a Oyapock et Ilabella, qui est un village situé à environ une demi-heure de Camopi. Les données quantitatives ont été collectées par une enquête transversale qui comprenait un questionnaire CAP, connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du paludisme. Et l'enquête qualitative a été réalisée par des observations de participants, des entretiens semi-structurés et des discussions informelles. Les résultats de l'enquête qualitative ont permis de réaliser 23 entretiens individuels, 14 entretiens de groupe et 38 conversations informelles. Pour la partie de l'enquête quantitative, on a inclus 539 participants dans l'étude, donc à la fois côté Maroni et côté Oyapock. Parmi ces personnes, on avait une majorité d'hommes, 73,5%, et un âge médian de 38 ans, ce qui est relativement comparable à ce qu'on retrouve dans la littérature sur la même population en Guyane. Donc je vais vous présenter trois résultats majoritaires concernant ces connaissances. Les premières, c'est vraiment les connaissances générales sur le paludisme des participants. Donc, ce qui apparaissait assez évident, c'est que le rôle du moustique en tant que vecteur était connu par les participants. Dans l'étude qualitative, ils pouvaient le nommer Carapagna ou autrement, mais la connaissance du moustique était acquise. En revanche, la compréhension de la cause de la maladie était moins connue, était plus partiellement connue. Certains participants parlaient de virus, de la malaria, mais la notion de micro-organisme était moins acquise. Concernant les symptômes du paludisme, l'enquête quantitative a permis de montrer qu'il y avait une très bonne connaissance des symptômes. Plus de 78% des participants mentionnaient les céphalées et la fièvre, en différenciant cette fièvre du paludisme d'autres fièvres qui seraient transmises par d'autres maladies,
Donc vraiment, ils arrivent à identifier la fièvre du paludisme. Et les participants avaient une bonne connaissance sur l'existence de différents types de paludisme, qu'ils nomment paludisme fort et paludisme faible. Donc différenciés par la gravité, et certains pouvaient même différencier falci et vivax, falci étant le paludisme fort dans leur conception, et vivax. Donc ça, c'est quand même la majorité des gens qui étaient capables de nommer falci et vivax, parce qu'ils avaient vu des professionnels de santé qui leur avaient nommé ces deux espèces, sans forcément identifier à quoi ça correspond, mais quand même avec cette notion. Ensuite, je vous présente les résultats concernant les connaissances sur les formes asymptomatiques et sur les rechutes. Donc les participants avaient conscience de l'existence d'un portage asymptomatique du paludisme, qui nomme malaria incubata, donc paludisme incubé. Généralement, dans l'étude qualitative, on a pu retrouver que les personnes associaient souvent cette malaria incubata à une forme d'inflammation latente des organes qui serait réactivée par certains aliments ou certaines boissons. On parle de comida remosa, comme les aliments qui réactiveraient le paludisme. Ils pouvaient aussi être associés à un traitement inadéquat ou un traitement incomplet. Pour eux, c'était causé par n'importe quel type de paludisme. Ce n'était pas identifié comme vivax ou falci. Donc là, je vous présente aussi quelques résultats du questionnaire CAP qui a été passé dans l'enquête quantitative. Donc c'est un questionnaire qui a été posé en vrai-faux. Et là, les résultats que je vous montre, c'est les réponses correctes des participants. Donc 539 participants qui ont été inclus dans l'enquête quantitative. Et parmi ceux-là, donc on a 78,5% des participants qui estimaient que oui, il existait plusieurs types de paludisme dans la région. 72,5% des participants savaient qu'on pouvait être porteur du paludisme, mais pas forcément avoir de symptômes du paludisme. Et 94,8% savaient qu'un type de paludisme pouvait donner des réviviscences, sachant que parmi cette population, on en a 94,1 qui nomment cette malaria incubata. Concernant le traitement pour éviter les rechutes, on a 83,5% des participants qui savent qu'il existe un traitement pour éviter les rechutes et 91,5% qui considèrent qu'on ne peut pas guérir du paludisme sans médicaments. Le dernier résultat que je vous présente, c'est sur les connaissances spécifiques à Vivax et surtout sur les traitements spécifiques. Donc, dans l'enquête quantitative, on posait des questions sur si les personnes avaient eu un épisode de paludisme dans les 4 dernières années et qu'est-ce qu'ils avaient pris pour se traiter. Et parmi les 131 personnes qui déclaraient avoir eu un paludisme dans les 4 dernières années, on en a seulement 19 qui déclarent avoir pris de la primaquine, donc 14,5% des participants. Et je pense que ce résultat peut être un peu corroboré à l'étude qualitative qui dit qu'en gros, les participants considéraient la primaquine comme un protecteur du foie pour éviter les effets indésirables ou un moyen pour éviter les effets indésirables et pas vraiment comme un traitement contre le paludisme. Concernant ces spécificités de Plasmodium vivax, les données du CAP ont été regroupées en 2 scores par une analyse factorielle. Donc un score plutôt connaissance générale sur la malaria incubata et un score concernant plutôt le traitement spécifique. Et à la suite de ça, on a réalisé des régressions multivariées qui ont permis de mettre en évidence certaines variables qui étaient associées à une meilleure connaissance. Parmi ces variables, on a le pays d'inclusion, donc les patients inclus côté Suriname ou côté Brésil, l'âge des participants. Les personnes plus âgées avaient tendance à avoir une meilleure connaissance sur Plasmodium vivax. Le fait d'avoir déjà eu un épisode de paludisme dans le passé et le niveau d'éducation était également associé à une meilleure connaissance. Donc en discussion, on peut dire que la connaissance sur le paludisme est assez étendue dans la population, sur la communauté des personnes travaillant sur les sites d'orpaillage. Les symptômes, les traitements, la transmission, c'était des notions qui étaient assez bien acquises, incluant la notion de portage asymptomatique et de risque de rechute. Et puis certaines autres notions plus spécifiques, comme le traitement radical, l'existence du micro-organisme, du parasite, c'était des notions qui étaient plus partiellement intégrées. Et on a aussi montré que du coup, l'âge et les antécédents de paludisme étaient des notions qui permettaient d'avoir une meilleure connaissance sur le portage asymptomatique.
Donc ça, on l'a un peu expliqué par l'expérience individuelle, d'avoir déjà eu un épisode de paludisme permettait d'avoir une meilleure connaissance sur la maladie. Et l'apprentissage par les pairs, puisque du coup les personnes plus âgées avaient aussi un temps sur les sites d'orpaillage qui était plus long, c'était totalement corrélé les deux variables, et du coup les personnes qui ont travaillé longtemps sur les sites d'orpaillage avaient une meilleure connaissance. On peut considérer qu'il y a probablement un apprentissage par les pairs au sein de la communauté de mieux connaître les questions de paludisme. Donc les clés pour une meilleure transmission de messages et pour améliorer l'acceptabilité et l'accessibilité des soins, déjà en premier lieu, c'est vraiment d'augmenter l'exposition de la communauté aux messages éducationnels, voilà, en adaptant ces outils aux connaissances et aux représentations de la maladie de la population cible. Il faut considérer l'interprétation de la maladie par les personnes et leur compréhension. Et je pense qu'il est aussi important de considérer le système de solidarité communautaire et de personnes de confiance qu'on retrouve dans les populations travaillant sur les sites d'orpaillage, comme ça a pu être montré par le géographe François-Michel Le Tourneau. Et c'est un élément assez important pour la transmission de messages clés sur la santé. Donc faire des interventions qui sont adaptées au contexte, qui sont adaptées à la culture et aux problématiques locales de la population d'études. Donc comprendre la perception des personnes de la maladie, c'est vraiment un levier essentiel pour améliorer la participation de la communauté. Ça permet aussi de mettre des outils de santé adaptés. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans l'intervention CUREMA. Donc dans la partie du projet interventionnel, on a mis en place différents outils, des vidéos, des tutoriels de comment réaliser un test, des fiches visuelles, une application, plein d'outils qu'on a essayé de mettre en place pour être au plus proche de ce que la communauté peut comprendre et ce qui est le plus adapté à leur compréhension selon leur savoir et leur perception. C'est des outils qui sont évolutifs, qui doivent être adaptés et qui doivent également évoluer avec le terrain et ce qu'on voit au quotidien sur le terrain. Et je pense que je peux vous renvoyer vers la présentation de ma collègue Marion Petit-Ceinturel qui parlera aussi de ces outils éducatifs dans le projet CUREMA. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes et surtout les personnes clés de ce projet qui sont les médiateurs en santé, qui nous permettent vraiment de faire ce travail, parce que là j'en ai pas parlé, mais en dehors des outils éducationnels, en fait c'est aussi d'avoir des personnes de la communauté qui nous permettent de transmettre tous ces messages, qui sont vraiment indispensables aux études pré-interventionnelles, mais aussi au projet CUREMA et qui sont la pierre angulaire du projet. Et donc remercier les médiateurs et puis toutes les personnes qui travaillent sur le projet.